Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'inflation est-elle suspecte? Aurait-elle une face cachée? De quoi parle-t-on précisément? Eh bien d'abord, Michel-Édouard Leclerc parle très clairement de ses fournisseurs. Il laisse entendre que si les prix augmentent, c'est parce que les fonds spéculatifs, voire les industriels, alimentent eux-mêmes cette spirale. Et quand on lui demande d'être plus précis, il cite plusieurs exemples. Écoutez. Le cacao, le café, pourquoi est-ce qu'on doit se payer des hausses de cette nature-là? Alors, certains ont invoqué la guerre de l'Ukraine, quoi, faut pas charrier. La moutarde, ok, il en manque un peu dans les récoltes canadiennes, parce que la moutarde de Dijon, la graine, elle vient beaucoup du Canada. Hein, plutôt du Canada que de l'Ukraine, d'accord. Ok, mettons qu'il en manque 10 ou 15%. Est-ce que ça justifie les pénuries sur le marché, la raréfaction du produit? Non, il y a des gens qui font de la rétention de stock pour le vendre au prix fort. Voilà Michel-Édouard Leclerc qui était sur LCI il y a 2 jours. Il pointe au mieux l'opportunisme, au pire la spéculation pure et simple. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par une grande partie de la gauche. Vous allez voir ces tweets pour Boris Vallaud, le président du groupe PS à l'Assemblée. Important qu'un chef d'entreprise le dise, ces hausses de prix ne sont pas tenables. Il faut transparence et action. La réaction aussi de Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, si même un des principaux PDG le dit, l'augmentation est directement corrélée aux immenses sommes données aux grands groupes sans aucune contrepartie. Alors prenons les choses dans l'ordre, Aurélie. D'abord, est-ce que les cours du cacao, est-ce que les cours du café, est-ce que le prix de la moutarde, est-ce que ces cours et ces prix ont bondi ces derniers mois? Et si oui, la spéculation peut-elle être mise en cause? Pour le cacao, il y a une hausse, mais elle est modérée. Regardez, les cours sont extrêmement volatiles. Vous le voyez, ils ont beaucoup augmenté en début d'année avant de redescendre. Et sur un an, la progression est finalement d'à peine 6%. Pour le café, là, oui, on peut le dire, vous allez le découvrir, les cours ont bondi de 40%, ce qui est assez exceptionnel. Enfin, pour la moutarde, son prix a augmenté de 9% en un an, c'est beaucoup. La tonne coûte désormais 1 700 €. Alors pourquoi ces hausses? Y a-t-il effectivement des mouvements de spéculation? On ne peut pas l'exclure, bien sûr, mais ce serait inexact d'en faire la cause principale. Il y a d'autres explications qui ne sont évidemment pas liées à la guerre en Ukraine. Pour le café, la hausse des prix s'explique d'abord par les mauvaises récoltes en Amérique du Sud, notamment pour les grains en provenance du Brésil, où un épisode de gel et de fortes inondations ont détruit 1/3 des récoltes dans certaines régions. Pour le cacao, la hausse des prix a elle aussi une explication. Elle est liée à une entente passée l'an dernier entre les 2 plus gros producteurs du monde, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ces pays se sont mis d'accord pour vendre plus cher le cacao aux Occidentaux et protéger ainsi les revenus de leurs agriculteurs, ce qui a donc fait grimper le prix du chocolat et des barres chocolatées que l'on achète en supermarché. Enfin, pour la moutarde, Michel-Édouard Leclerc l'indiquait, l'explication vient du Canada. Depuis déjà l'an dernier, le premier producteur de graines de moutarde au monde connaît des épisodes de sécheresse intense qui ravagent les récoltes. La production aurait diminué de quasiment 30%. Et petite précision, l'Ukraine et la Russie jouent aussi un rôle car ils sont des producteurs de moutarde. Ils auraient pu faire office de roue de secours, mais avec la guerre, les exportations se sont évidemment effondrées. De quoi accroître la pénurie donc et la hausse des prix. Autrement dit, il y a bien des causes réelles à l'augmentation des prix en dehors de tout mouvement de spéculation. Bon, Michel-Édouard Leclerc dit aussi que les transporteurs profitent d'une certaine manière de la situation pour faire flamber leurs marges, même s'il y a bien une pression. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien d'abord, regardons précisément les propos de Michel-Édouard Leclerc. Quand vous voyez tous les fournisseurs arrivent avec des factures de transport en augmentation de 15, 20, 30% et qu'en même temps, vous voyez que les sociétés de transport sortent des bénéfices par milliards l'année dernière. On voit bien que ce n'est pas l'indisponibilité des containers qui a fait que ce qui est rare est cher. Là-dessus, Michel-Édouard Leclerc a raison. Oui, en 2 ans, le coût du transport maritime s'est envolé. Le prix du container, comme ceux-là, qui s'entassent par milliers sur les cargos, est passé de 1 300 € à 7 000 €. Il a été multiplié par 5,5. Mais oui, visiblement, les transporteurs se sont servis au passage. Depuis la fin de la pandémie, les armateurs réalisent des profits colossaux. À titre d'exemple, les bénéfices du français CMA-CGM, numéro 3 mondial du secteur, ont atteint des sommets historiques au premier trimestre de cette année, avec plus de 7 milliards de dollars engrangés, à tel point que sous la contrainte du gouvernement, l'entreprise française vient de baisser le prix du conteneur d'environ 10%. Sur ce sujet, on peut effectivement s'interroger sur ces méga profits.
Merci Aurélie. Voilà ce qu'on peut dire. Vous avez compris, on ne parle pas du gaz, du pétrole, évidemment, que l'augmentation des prix du carburant, elle est liée à la flambée de ces matières premières énergétiques. Là, la guerre en Ukraine est évidemment directement mise en cause. On parle encore une fois de ces denrées qui, a priori, n'ont aucun rapport. François, je me tourne vers vous d'abord. Est-ce que, quand on dit qu'il y aurait une face cachée de la spéculation, sans pouvoir l'exclure, est-ce qu'on peut affirmer que ça n'est pas la cause principale et que oui, il y a des causes bien concrètes? Oui, on peut l'affirmer, ça n'est pas du tout la cause principale. Je dirais même, je suis sidéré de la déclaration de Clémentine Autain qui nous dit si l'un des principaux PDG de la distribution le dit, alors c'est vrai. Raison de plus pour reprendre ses distances, pour deux raisons. D'abord, Michel-Édouard Leclerc, homme éminent, toujours un positionnement à côté du consommateur, c'est très intelligent. Hein, et il profite de l'actualité, non pas au sens financier, mais c'est un homme qui fait de la pédagogie, mais c'est toujours une pédagogie orientée. C'est quelqu'un qui vend, hein, et évidemment, son objectif est de développer son entreprise. Le deuxième élément, c'est qu'il est en pleine négociation avec les fournisseurs. Pardon. Donc il nous explique que les fournisseurs prennent trop d'argent. Ça fait des dizaines d'années que la distribution dit ça. J'observe que d'ailleurs, quand on regarde le classement des grandes fortunes françaises, la distribution est relativement bien placée. Donc, et tant mieux, hein, c'est des gens qui font bien leur métier, je ne le conteste pas, mais qui ne nous chantent pas la messe. L'argent, il y en a aussi chez les distributeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, mais Aurélie l'a très bien dit, il n'y a rien de plus volatile que les cours du café, il n'y a rien de plus volatile que la météo. Là aussi, mais là, ça fait des millénaires. Quand les récoltes sont bonnes, les prix baissent. Quand elles sont mauvaises, les prix montent. Le coût du transport, c'est évident qu'il a fluctué. Et encore, le chiffre donné par Aurélie n'intègre pas les pics. Sur certaines lignes, vous avez des containers à 10 000 $. Hein, donc, c'est vraiment... Ça, c'est stupéfiant quand même. C'est très cher. On peut imaginer une augmentation, mais la multiplier par 5, par 6. David, là encore, c'est l'offre et la demande. Il y a eu une reprise post-Covid synchrone dans le monde. Tout le monde est reparti en même temps après une dépression très profonde. Ça n'arrive jamais. Normalement, vous avez un continent qui démarre, puis un deuxième, puis un troisième. Et le flambeau passe comme ça autour de la planète. Là, tout le monde s'y est mis en quelques jours, avec de surcroît ce qu'on appelle le revenge buying, c'est-à-dire nous tous, consommateurs, on a voulu rattraper le temps perdu, utiliser l'épargne, etc., faire les achats d'ailleurs qui avaient été différés pour des raisons évidentes de confinement. Donc, mécaniquement, les prix augmentent parce que le nombre de bateaux, pardonnez-moi, on ne peut pas en construire instantanément. Il est fixe. Alors, on pourrait dire, on va créer le tarif public du conteneur Shanghai-Rotterdam. Bon, je ne suis pas sûr que ça marche mieux, parce qu'on oublie toujours qu'évidemment, avoir des prix stables, c'est plus confortable, mais la contrepartie de la disponibilité, c'est précisément la fluctuation. N'oublions pas, CMA-CGM fait une année éblouissante, c'était 20 milliards de dollars de profit l'année dernière, c'est 7 milliards, comme Aurélie vient de le rappeler, au premier trimestre seulement cette année. Il y a 3 ans, ils étaient au bord de la faillite, hein, pour les mêmes raisons. Et là aussi, les prix, ça monte, ça descend, c'est désagréable, mais finalement, on n'a pas trouvé encore de meilleur système. Donc il y a une coïncidence en quelque sorte entre des phénomènes météo, la reprise du Covid et puis cette guerre en Ukraine qui fait que sur des matières premières différentes, on a tout à la fois, pour toutes ces matières, un mouvement à la hausse. Le déterminant principal de l'inflation, c'est coût du transport, coût de l'énergie. Voilà, c'est ça le socle. Après, vous trouverez sûrement quelqu'un qui, dans un hangar de la banlieue de Dijon, a stocké 10 000 pots en se disant je les vendrai 2,80 francs, pardon, j'en ai plus en francs, 2,80 francs au lieu de 2,60 francs. En Suisse. Suisse, voilà, sûrement. Hein. Mais rappelons quand même que 12 000 contrôles ont été effectués par le DGCCRF, c'est-à-dire l'organisme de contrôle de Bercy depuis le début de l'année. Il n'y a pas eu une anomalie. Donc, les fraudeurs sont vraiment bien organisés. Emmanuel, vous qui suivez ces secteurs depuis longtemps, est-ce qu'on ne peut pas imaginer malgré tout que, je ne sais pas s'il faut les appeler des fonds de pension, mais c'est des fonds aussi qui négocient ces matières premières, qui servent d'intermédiaires, se disent tiens, il y a une guerre quelque part, ça va forcément monter, c'est le moment d'acheter parce qu'effectivement demain on revendra plus tard, et qui de ce fait alimentent eux-mêmes un phénomène sur lequel ils spéculent. Ça trouve ses limites. Le marché des matières premières, c'est quand même un marché d'offres et de demandes. Et cette musique-là, on l'a déjà entendue sur le blé quand le blé était très haut, en disant il y a des stocks cachés de blé. On l'a entendu à gauche. Hein, il y a des stocks cachés de blé, ce qui était absolument faux. On était en fin de campagne. Des stocks de blé, il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, je vous confirme qu'il n'y en a toujours pas plus, puisqu'on est encore plus en fin de campagne. Donc ça fait partie de la grande mythologie, de la spéculation. Et ce que je trouve assez intéressant sur notre histoire de cacao et de
de cacao notamment, c'est que les prix montent parce que les pays producteurs se sont organisés pour être payés plus décemment. Comme l'OPEP en quelque sorte Ça avec le pétrole. devrait réjouir absolument la gauche française de savoir que des pays ne se font plus piller leurs ressources mais s'organisent pour les vendre correctement. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce raisonnement-là. Alors après, pour prendre l'image un peu plus large, il faut bien comprendre que on parle d'une chaîne alimentaire. Et dans tous les maillons de cette chaîne alimentaire, on a des perturbations et on a des raisons d'avoir de l'inflation. On en a dans le monde agricole parce que, François l'a très bien dit, une récolte, ça dépend de la météo. Il n'y a pas de toit sur l'agriculture nulle part dans le monde. Et là, les récoltes, elles ont été perturbées à plusieurs endroits dans le monde, aux États-Unis, au Canada, on l'a vu en Inde, un peu partout, en Australie. Ensuite, le coût de l'énergie, il se répercute sur le coût de la production agricole. Parce que les machines, parce que les engrais, ce sont des coûts qui sont liés à l'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous avez le transport, on l'a évoqué. Ensuite, vous avez l'industrie de transformation. Donc elle achète ses matières premières plus chères. Et en plus, elle achète aussi ses emballages plus chers. Parce que, par exemple, une matière comme l'aluminium a monté de 80% en quelques mois. Et là, c'est lié à la guerre en Ukraine ? C'est lié au post-Covid, c'est lié au redémarrage des usines en Chine. C'est parce que c'est aussi une industrie qui est très consommatrice en électricité. C'est un peu tout, en fait. Tout se mélange au même endroit. Donc voilà, les emballages, c'est pareil pour le verre. Le verre, on en manque. Une partie est fabriquée en Russie, en Ukraine, donc on manque de petits pots en verre, par exemple, donc les prix flambent. Le fabriquer du verre en France, ça coûte de plus en plus cher, c'est une activité électro-intensive. Donc voilà, pour la transformation, on en est là. Et c'est pareil à tous les maillons de la chaîne, parce qu'en plus, on demande aux entreprises de revaloriser les salaires pour faire face à l'inflation. Donc en fait, quand on prend les choses comme le fait Michel-Édouard Leclerc, on prend les choses à l'envers. On sait très bien que les marges, par exemple, des PME de l'agroalimentaire, alors je ne parle pas des très grands groupes, je parle de la plus grosse partie de l'agroalimentaire français, 95% des entreprises sont extrêmement basses. Et les marges n'ont pas cessé de se dégrader au cours des 10 dernières années. Donc les marges cachées, elles ne sont pas là en tout cas. Maintenant, on sait aussi... Et vous dites pour les PME, pas forcément pour les grands groupes. Les grands groupes ont traditionnellement des marges très élevées. Coca-Cola a des marges très élevées, Danone a des marges très élevées. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas le même pouvoir de négociation vis-à-vis de la grande distribution. Quand vous êtes Coca-Cola, vous allez voir Michel-Édouard Leclerc et vous lui dites mon prix, c'est celui-là. Et Michel-Édouard Leclerc aura beau dire non, je ne veux pas payer ce prix-là. S'il n'a pas de Coca, il n'a pas les gens qui viennent acheter le Coca et faire le reste des courses. Ce sont des produits d'appel. Il y a quelques produits comme ça. Le Coca, le Ricard, le Nutella, qui sont des produits sur lesquels les fournisseurs ont des marges importantes parce que ce sont des produits indispensables au rayonnage. Pour le reste, ce n'est pas vrai. La plupart des gammes sont interchangeables. Et donc, tous n'ont pas le même pouvoir face à la distribution. Donc, Michel-Édouard Leclerc, il est quand même un petit peu gonflé, d'autant qu'on sait que dans les négociations qu'il mène avec ses fournisseurs, il leur fait régulièrement payer des pénalités de retard, quand bien même les entreprises ont été déstabilisées par le Covid et qu'elles ont eu des surcoûts énormes parce qu'elles se sont beaucoup adaptées. Donc vous voyez, on est en train de payer tout ça. La désorganisation du Covid, l'énergie, l'Ukraine, les récoltes, tout en même temps. J'avais une question aussi sur le tournesol, mais j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il y a un sujet précis sur le tournesol aussi qui intrigue beaucoup. D'abord, Franck, je voudrais votre sentiment là-dessus. Comme élu local, j'imagine que tous les jours, vous entendez ça, mais ces prix, ils montent incroyablement, et la guerre en Ukraine, elle a quand même bon dos. Finalement, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que tout cela s'explique. D'abord, quand on se met à la place du consommateur, et j'en vois tous les jours, les prix augmentent. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est incontestable. C'est-à-dire que quels que soient les produits, notamment les produits de première consommation, vous vous apercevez que les prix ont parfois même doublé sur certains produits. Et donc le fait est, c'est que il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Ce n'est pas uniquement la guerre en Ukraine qui explique tout ça. D'abord, il y a des ententes commerciales, dont on a évoqué tout à l'heure, par exemple sur le cacao, qui font que certains pays se mettent entre eux pour, bien évidemment, protéger leur marché, ou en tout cas essayer que les prix soient élevés. Donc tout ça fait qu'avec le prix notamment du transport et de la logistique, parce que c'est vrai que chacun fait son plein, on n'a jamais fait des pleins à des sommes aussi importantes.
Et ça, à la C'est limite, incroyable. on peut le comprendre parce qu'on se dit, bon, oui, mais pétrole, ça gaz, a des les répercussions. principaux exportateurs. Oui, mais quand on parle robinet est des coupé. transports, malheureusement, les bateaux, ils n'avancent pas avec encore de l'hydrogène. Ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc, on est dans des situations où, en fin de compte, les conséquences sont vraiment dans la vie quotidienne. Et moi, je le vois sur les départs en vacances, par exemple. On le voit de plus en plus. Les gens vont privilégier sans doute des modes de consommation, d'alimentation différentes que ce qu'ils avaient prévu auparavant. C'est-à-dire qu'ils n'iront plus dans les restaurants, ils vont aller dans les petites supérettes qui notamment sont organisées par certains distributeurs, où on peut manger sur place. Dans les supérettes. Exactement, c'est une nouvelle formule, notamment d'un grand groupe de distribution, qui permet en fin de compte d'éviter d'aller au restaurant, mais de consommer sur place et de consommer moins cher. Vous voyez, donc tout ça s'adapte très vite à une rapidité extrême. C'est les restaurateurs qui ne vont pas être contents. Mais bien sûr. Thomas. Moi, je trouve que la gauche est très très mal inspirée quand elle pointe ce qu'elle pointe, ce qu'on a entendu là. La gauche pourrait être bien mieux inspirée à souligner le fait qu'elle a raison de dire qu'il y a un dérèglement climatique qui a de plus en plus d'impact sur nos vies de tous les jours et que donc il faut organiser une société où on relocalise beaucoup de production. Ça pose des tas de questions, mais enfin, au moins c'est un débat à ouvrir. Puisque le prix du transport, on l'a vu, est une grande part de l'inflation. Et il faut aussi organiser une production décarbonée. Enfin bon, il y a des chantiers beaucoup plus intelligents que d'aller se mettre dans la roue et prendre prétexte qu'un patron, qui pour une fois a raison, généralement ils ont tort. Tiens, quand un patron dit comme eux, ils auraient raison. C'est quand même étonnant. Qu'un patron, pour des raisons commerciales, il lui faut, comme ses étiquettes augmentent, il lui faut des boucs émissaires. C'est pas moi, c'est les fournisseurs. C'est pas moi, c'est les agriculteurs. C'est pas moi, c'est les grands groupes. Ça, c'est totalement démago. Je trouve que François était très gentil, il a été un peu euphémisant en parlant d'Édouard Frédéric, de Monsieur Leclerc. En fait, il est complètement démago dans cette histoire-là. Il observe et je aussi, dois dire que les porte-paroles de la France Insoumise aussi. Donc, il y a un autre combat à mener quand on est de gauche, c'est un combat plus écologiste, plus lent, plus exigeant, peut-être moins immédiatement populaire. Écoutons la France Insoumise, justement. Écoutons Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, déjà, il y a quelques jours, il pointait la hausse du blé et se posait des questions. Écoutons-le. Michel-Édouard Leclerc, qui n'est pas un communiste, sauf erreur, a expliqué que l'augmentation des prix était une augmentation qui était liée à la spéculation. S'il y a de l'inflation, c'est parce qu'il y a de la spéculation. Quand les pâtes augmentent aujourd'hui, on fait des pâtes avec le blé de la récolte précédente. Et à l'époque, il n'y avait pas les blocages qu'il y a aujourd'hui. Donc il faut un peu arrêter de se moquer du monde en laissant croire que tout ça serait une loi de la nature qui ferait augmenter les prix. Non, c'est la spéculation. Alors il y a une collision extraordinaire. Alors attendez, entre un grand patron, un démago et un politique démago. Alors parce que attendez, le blé les a pâtes commencé à... d'aujourd'hui qu'on mange ont-elles été fabriquées avec les récoltes oui, mais le de prix l'année est dernière? celui du blé d'aujourd'hui. Non mais posons la question. C'est le blé de l'année dernière, mais le prix c'est le prix d'aujourd'hui. Enfin, C'est le même sujet sur l'essence. Mais le blé a commencé à monter l'année dernière déjà. Il est aujourd'hui, il est retombé un peu. Il est au niveau où il était en novembre dernier, c'est-à-dire déjà très très haut. Et en novembre, moi j'écrivais les premiers papiers sur la flambée du blé, mais des pays entiers dans l'embarras alimentaire. Alors pourquoi le blé a flambé alors même que les deux greniers à blé du monde, la Russie et l'Ukraine, n'étaient pas encore en guerre? Parce qu'il y avait déjà des tensions sur les engrais, il y avait déjà des tensions sur le gaz. Des prix du gaz découlent directement les prix des engrais, et des engrais découlent directement le rendement des champs de blé. Et parce que, Thomas l'a dit tout à l'heure, les cultures, c'est devenu très très erratique avec le dérèglement climatique. L'année dernière, il n'y a pas eu une bonne récolte aux États-Unis, il y a eu des accidents de récolte en Argentine dans certains coins, il y a eu des accidents de récolte en France, on a fait une bonne récolte l'année dernière, mais ce n'était pas le cas partout en Europe. Donc en fait, ça vient de là en fait. On fait un ratio des quantités disponibles sur le marché et c'est ça qui fixe le prix. Non mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on comprend que tout se tient. On peut avoir l'impression que le prix du blé est indépendant de tout un tas d'autres facteurs économiques et en fait, ce que vous dites, le prix du gaz, donc des engrais, le carburant dans les tracteurs. On ne vise pas les François. bonnes causes. Si on élargit la focale, on est dans un monde où les matières premières se raréfient.
Voilà. Oui. Donc, alors, de plus, il y a le dérèglement climatique qui, d'ailleurs, contribue à raréfier encore davantage, au moins par certains moments. Probablement, dans 18 mois, on croulera sous le blé. Mais c'est ça, quand même, la photographie générale sur l'aluminium, sur le blé, évidemment sur l'énergie. Donc là, on peut pointer les spéculateurs. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, c'est assez curieux, on a l'impression de retrouver les textes de la Révolution française qui pointaient les agioteurs, etc. Et d'ailleurs, à l'époque même, alors il y avait probablement des gens qui spéculaient sur le prix du pain. Mais vous savez comment on a réglé le problème en France, hein. On a dit, on va bloquer le prix du pain. On l'a bloqué en dessous, au kilo, du prix de la farine. C'est-à-dire que vendre un pain, on gagnait moins d'argent que celui qui vendait un kilo de farine. Ça n'avait aucun sens, et c'est comme ça qu'on a organisé la pénurie. C'est-à-dire que le fait de bloquer les prix, qui est la solution fétiche de LFI, ne règle pas la pénurie. Ça organise le marché en apparence. En réalité, ça dissuade les producteurs de continuer à faire leur métier. Alors que vous ayez des gens qui achètent 5 sacs et qui les revendent, etc., on voit ça sur le marché du pétrole. Quelquefois, ils gagnent de l'argent, quelquefois, ils prennent des bouillons. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, le prix du pétrole était même négatif. On était à moins $50. Donc, c'est un jeu qui est... Oui, et les ententes, par exemple, quand 2 pays africains s'entendent pour vendre le cacao plus cher, on peut le dénoncer, mais on peut aussi dire qu'ils ont quand même peut-être raison. Emmanuel, oui. Et ils ont peut-être raison, et leurs producteurs doivent aussi gagner de l'argent. Et si le Ghana et son voisin s'entendent, eh ben, ça fait aussi moins d'immigration. Et l'extrême droite pourra dire, bah tiens. Donc c'est quand même, je trouve que c'est très démago cette façon de Franck, ça veut dire viser les mauvaises surtout cibles. que les distributeurs seront de ce fait-là mettront pression sur ces 2 pays-là pour essayer de se fournir autre part. Donc là-dessus, il y a un double langage, bien évidemment. Mais ça veut dire que du point de vue politique, ça n'est pas en amont qu'on peut essayer de régler le problème, d'une certaine manière. On parle des aléas climatiques. Si, vous pouvez quand même organiser une production locale. Relocaliser. Ça, c'est ce que disait Thomas à l'instant, c'est vrai. C'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus contraignant. Il y a quand même le poids du politique dans ce contexte-là, il est très relatif parce que d'abord c'est des marchés mondiaux, donc vous pouvez être président de la République même d'un grand pays, sauf peut-être encore des États-Unis, mais vous ne pouvez parce que c'est un marché intérieur. Mais nous, on est très dépendants des marchés extérieurs. On le voit par exemple sur le blé, sur le tournesol, etc. La moutarde de Dijon, attendez, on découvre que la moutarde de Dijon, elle est canadienne. Non, mais on est très dépendants. Quand vous regardez les produits, il y a en fin de compte très peu de produits qui sont totalement réalisés sur notre pays. Il y a beaucoup de produits qui sont réalisés avec les pays étrangers. Donc le camembert. Le pastis, je suis même pas sûr. Non, mais le blé, on est autosuffisant. Mais voilà, donc on est dans une situation où, en fin de compte, cette dépendance-là amène à ce que le politique n'a plus de pouvoir. En tout cas, le politique intérieur. C'est-à-dire que le président de la République, il peut décider d'essayer d'avoir plus de tournesol et ça ne marchera pas. Il peut essayer d'obtenir plus de matières premières, ça ne marchera pas. Oui, comme il s'est fait élire en disant qu'il aurait du pouvoir là-dessus. Alors la difficulté, elle est là, parce qu'il ne maîtrise pas l'inflation en plus. Alors, il en a du pouvoir. Il en a du pouvoir. Il en a du pouvoir sur le milieu de la chaîne, parce qu'en fait, on a un énorme problème en France dans notre chaîne alimentaire, c'est la compétitivité. Les fameux impôts de production dont on a parlé pendant la campagne, ils grèvent aussi les comptes de l'industrie agroalimentaire. Et si on veut donner un peu d'air à ces industries-là et leur permettre de baisser les prix, il faut leur permettre de baisser les prix à la production. Pardon, Emmanuel, quand on a baissé la TVA pour la restauration, on n'a pas vu beaucoup les prix baisser sur le menu. Non, mais il y a eu des recrutements par contre supplémentaires. Après, ça permet aussi d'investir dans des machines plus performantes. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vertueux. Ce que je voudrais rajouter, moi, sur tous ces produits, c'est que les marchés sont mondiaux et ils évoluent de concert. C'est-à-dire que quand le blé monte, le maïs monte aussi, parce qu'il y a des substitutions qui se font à la marge sur certaines consommations. Ça fait aussi monter les prix du riz. Et on parlait tout à l'heure du tournesol. Alors, pourquoi il n'y a plus d'huile de tournesol dans les magasins? Pourquoi il n'y a plus d'huile de tournesol dans les magasins? Parce que là, c'est quand même pas l'Ukraine et la Russie. Si, totalement, parce que l'Ukraine, c'est 50% de la production mondiale de tournesol. Et si on ajoute la Russie, c'est 80% des échanges mondiaux de tournesol. Donc, c'est une hégémonie sur le marché. La France est un producteur de tournesol, c'est le 9e producteur mondial. Autant vous dire qu'on est loin dans les choux et qu'en fait, le tournesol a 2 usages. On s'en sert pour l'huile alimentaire et on s'en sert pour le tourteau. Ce qui reste quand on a pressé les graines, ça sert à nourrir les animaux. Et donc, la France est très dépendante, notamment du tourteau ukrainien, pour ces animaux. Alors, on est en train de relancer une production de tournesol. On substitue des huiles françaises qui sont des huiles oléiques plus chères que les huiles linoléiques ukrainiennes, donc ça fait monter les prix. Et
On peut le faire, mais il faut inscrire le tournesol dans les rotations. Vous savez, l'agriculture, ça se pilote pas comme une Et le Fiat tournesol 500. demande beaucoup d'eau et ça pose d'autres Alors, problèmes. c'est un produit assez peu gourmand par ailleurs en pesticides. C'est un truc assez, voilà, assez peu. Hein. Mais pardon, Emmanuel. il faut le mettre dans les rotations. 4 mois de guerre seulement et déjà une pénurie de tournesol, d'huile de tournesol. Mais il faut bien comprendre que plus rien ne sort d'Ukraine par la mer Noire. Les ports sont minés. Il n'y a plus de circulation. Donc, il reste probablement des graines de tournesol en Ukraine ou de l'huile. Elles ne sont pas victimes de la spéculation, elles sont victimes de la guerre et du fait qu'elles sont stockées parce qu'il n'y a plus de Panamax qui circulent. Mais le cycle plus, de David, production est aussi rapide que ça. On sort d'un monde où toutes les chaînes de production étaient ultra tendues. C'est-à-dire, il y avait zéro stock nulle part. C'était considéré comme un coût, à la fois parce qu'il fallait acheter la marchandise, puis parce qu'il fallait trouver de l'espace pour la stocker. Et on était d'autant plus légitime à penser comme ça qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour avoir des tonnes d'huile de tournesol ou des tonnes d'aluminium. Hein. On était dans ce monde, la terre est plate, comme disait l'autre. C'est fini. Et le tournesol, ça se sème en avril-mai. De mémoire en France. Ça veut dire que pour prendre cette décision, il fallait anticiper avant pour avoir les semences et pour avoir la bonne rotation. Donc on ne peut pas le faire, on pourra peut-être le faire l'année prochaine. Et c'est la même chose pour certaines céréales, en fait, ça prend un temps fou. On a beaucoup de pays en consommation de friture, par exemple. Je pense à l'Espagne, etc., qui sont très touchés par ça, parce que du même coup, ils n'ont plus du tout une consommation classique. Bon, alors ce qui est passionnant, c'est qu'on parle du tournesol, on part du tournesol ou de la moutarde dans les rayons de supermarché et on comprend la mondialisation. Et vous voulez encore mieux, David ? Allez-y. La montée des huiles de tournesol, ça fait monter toutes les autres huiles. Et ça a un effet collatéral, c'est qu'on consomme plus d'huile de palme. Donc ça veut dire que ça a aussi un effet sur la déforestation en Malaisie. C'est fou. Oui, c'est un Rubik's Cube, cette mondialisation. Voilà, quand on déplace une plaque, tout se déplace en même temps. En tout cas, c'est très intéressant de savoir ce qu'il y a derrière cette inflation. On constate on s'aperçoit qu'il y a effectivement des phénomènes concrets, des phénomènes réels. Comme tous les mardis, c'est l'heure d'accueillir Caroline Fourest. Caroline Fourest nous rejoint, journaliste.